Mes parents ont manqué ma fête prénatale pour partir en vacances avec ma sœur. C'est elle, la vraie famille, m'a envoyé ma mère par texto. J'ai répondu, d'accord. Attends-toi à des conséquences. Cet après-midi-là, elle a essayé de retirer 2200 € de mon compte. J'ai bloqué toutes les cartes auxquelles elle avait accès. 2 heures plus tard, elle m'a appelé sans arrêt, mais il était trop tard. J'ai fait plus que ça. J'étais en train de plier de minuscules bodies sur le canapé quand le texto est arrivé. J'ai failli ne pas le regarder. J'étais de bonne humeur, fatiguée, endolorie, enceinte de 34 semaines, mais sincèrement heureuse. La fête prénatale avait lieu cet après-midi-là. Ma meilleure amie, la mère de Julien, et mes 2 tantes avaient planifié chaque détail, des ballons roses et dorés, un gâteau surprise en forme d'ours en peluche, et même un mur de photos avec notre nom de famille écrit en fleurs fraîches. Mon mari était dans la cuisine, fredonnant tout en disposant un plateau de mini-quiche et 2 mimosas. Il avait même repassé sa chemise ce matin-là. C'est dire à quel point nous prenions cela au sérieux. Ce n'était pas juste une fête. C'était comme un rite de passage, un jalon qui disait « Vous êtes sur le point de devenir parents ». Des gens prenaient l'avion, envoyaient des cadeaux, proposaient leur aide. Sauf, bien sûr, mes parents. Je n'ai regardé mon téléphone que parce que j'ai entendu la sonnerie. Je ne m'attendais à rien d'inhabituel, peut-être un « félicitations » de dernière minute ou un « as-tu besoin de quelque chose » de ma mère. Il disait « j'ai vu ça. Nous ne pourrons pas venir. Ta sœur, Manon, a réservé un voyage surprise à Bordeaux. Tu sais comment elle est quand elle veut quelque chose. C'est elle, la vraie famille. Ne me fais pas culpabiliser. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai relu. La vraie famille. Cette simple phrase m'a frappé plus durement que tout ce que j'avais pu imaginer. J'avais gardé secrètement l'espoir qu'ils se présenteraient à la dernière minute, qu'ils me surprendraient, me prendraient dans leurs bras, peut-être même qu'ils pleuraient un peu. Mais au lieu de ça, ils ont fait leur valise avec ma sœur et sont allés faire des dégustations de vin comme si ce n'était pas l'un des jours les plus importants de ma vie. Et puis cette phrase, c'est elle, la vraie famille. Moi, je ne l'étais pas. Je n'ai rien dit à mon mari au début. J'ai juste posé le téléphone et continué à plier les bodies. 1 minute plus tard, je l'ai repris et j'ai répondu par texto, d'accord. Attends-toi à des conséquences. Je n'ai rien dit à personne pendant la fête. Les gens entraient avec des cadeaux et des étreintes chaleureuses. La mère de Julien a apporté un gâteau supplémentaire en forme de couffin. Le père de Julien a installé une caméra pour tout enregistrer afin que nous puissions le regarder plus tard, à la naissance du bébé. Tout le monde était si présent, si généreux, sauf ma famille. Ils n'ont même pas envoyé de carte. Puis, au milieu de la fête, juste après que la grand-mère de Julien nous a offert une courte pointe faite à la main avec les initiales du bébé brodées dessus, j'ai reçu une alerte à la fraude de ma banque. Il y avait eu une tentative de retrait de 2200 € de mon compte courant. Au début, j'ai paniqué. J'ai cru que mon compte avait été piraté. Je suis allé discrètement dans la salle de bain des invités et j'ai ouvert mon application bancaire, mais ce n'était pas une fraude. C'était ma mère. Elle avait utilisé l'une des cartes de crédit dont j'avais oublié qu'elle avait encore accès, une carte que je n'avais pas touchée depuis des mois. Elle n'a pas essayé qu'une seule fois. Elle a essayé 3 fois, sur 3 cartes distinctes. L'une d'elles était liée au compte joint de mon mari. C'est à ce moment-là que le calme en moi s'est brisé. Elle avait essayé de me voler pendant ma fête prénatale, le jour même où elle m'avait laissé tomber pour la région des vins avec ma sœur. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas devenue émotive. Je suis devenue silencieuse. J'ai verrouillé chaque compte, annulé chaque carte, changé chaque mot de passe et colmaté chaque brèche à laquelle elle avait accès, celle que j'avais laissée ouverte parce que j'essayais toujours d'être une bonne fille, parce que je croyais encore qu'elle finirait par être là pour moi. 2 heures plus tard, j'avais 16 appels manqués, puis 23. Puis des textos, pourquoi les cartes ne fonctionnent-elles pas? J'avais juste besoin de déplacer un peu d'argent. Ne sois pas dramatique. Je suis toujours ta mère. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait. Elle a laissé un message vocal après ce dernier. Je ne l'ai pas écouté, je l'ai juste supprimé. Mon mari m'a vu assise sur le bord de notre lit quand je suis sorti de la salle de bain. Il n'a pas posé de questions. Il avait ce regard qu'il a quand il a déjà compris quelque chose. Quand je lui ai tout raconté, il n'a rien dit pendant une seconde.
Puis il a dit, coupons-leur complètement les vivres. Et c'est ce que nous avons fait. Mais ce n'était que le début. Ce qui a suivi, il ne s'y attendait pas. Le lendemain matin, j'avais 37 appels manqués et 9 messages vocaux. La moitié venait de ma mère, le reste se partageant entre mon père et ma sœur. Les textos étaient pires. Ma sœur a commencé par « c'est ridicule ». Puis, ce n'est que de l'argent, Chloé. Tu agis comme si nous avions volé une inconnue. Et enfin, celui qui m'a vraiment touché, tu n'es pas la victime ici. Grandis un peu. Ma mère s'en est mêlée plus tard dans la soirée. Tu as rendu ça plus grave que ça ne l'est. Je t'ai dit que ta sœur nous avait fait la surprise. Elle fait partie de la famille, elle aussi. Encore ce mot, famille. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste regardé tout ce sur quoi il comptait commencer à s'effondrer. D'abord, ce fut l'assurance maladie. Mon père était sans emploi depuis près d'1 an, et après des mois à entendre ma mère se plaindre de leurs factures croissantes, je les avais discrètement inscrits à notre régime d'assurance maladie familiale par l'intermédiaire de l'entreprise de mon mari. Elle ne savait pas comment ça fonctionnait, juste que les copaiements étaient soudainement moins élevés et les médicaments moins chers. Cela s'est arrêté immédiatement. Ils étaient dans une pharmacie quand la carte a été refusée. Le médicament pour la tension de mon père. Les pilules pour la thyroïde de ma mère. Refusé. Elle m'a laissé un message vocal depuis le parking. A dit que je mettais leur santé en danger. A dit que c'était puéril. Puis vint la facture de gaz. Internet. L'abonnement Amazon Prime qu'elle utilisait comme si c'était le sien. La carte de crédit que j'avais gardée pour les urgences, bloquée. Mon comptable a gelé les paiements automatiques que j'envoyais pour leur prêt immobilier tous les 2 mois. C'était comme retirer les fondations de leur maison, brique par brique. Et toujours aucune excuse, juste du déni, juste plus de reproches. La famille de Julien, pendant ce temps, voyait tout avec une clarté brutale. Son père, qui parle à peine au dîner de famille, a dit « ils ne peuvent pas mordre la main qui les nourrit et s'attendre à un dessert après ». Sa mère m'a appelé en privé et a dit que s'ils essayaient de se pointer après la naissance du bébé, elle s'en occuperait elle-même. Et elle l'aurait fait. Elle ne bluffe pas. Mais il n'y avait pas que leur colère, il y avait mon mari. Il n'avait jamais été aussi sérieux de sa vie. Ce week-end-là, alors que j'étais allongé sur le canapé, les pieds en l'air et une bouillotte sur le dos, il a ouvert son ordinateur portable et a passé en revue tous les comptes que nous partagions. Il a supprimé l'accès à tout ce qui portait le nom de ma famille et s'est assuré que même les anciens mots de passe dont je me souvenais à peine n'étaient connectés à aucune carte qu'il pourrait utiliser. Puis il s'est assis à côté de moi et a dit « Elle ne va pas grandir en pensant que tout ça est normal, ni ta mère, ni ta sœur. Elle mérite mieux. » Cela m'a touché d'une manière que rien d'autre n'avait fait, parce qu'il ne parlait pas seulement du bébé. Il parlait de moi. Le coup de grâce est arrivé la semaine suivante. Ma sœur a publié un carrousel de photos du voyage à Bordeaux, verre de vin, peignoir de spa, elle et ma mère riant près d'un brasero avec des lunettes de soleil assorties. Une photo était légendée, la sieste pendant les fêtes prénatales, pour être honnête. Et en dessous, ma mère avait commenté, la meilleure décision que nous ayons jamais prise. J'ai fixé ce commentaire pendant un long moment. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé à mon mari. Pas de mots, juste l'image. Il a répondu, retirons aussi les cotisations pour leur retraite. Je n'ai même pas posé de questions, j'ai juste hoché la tête. Nous versions de l'argent sur leur compte de retraite commun chaque mois, discrètement, un arrangement dont nous ne parlions jamais à voix haute. Ma mère disait que c'était, juste jusqu'à ce que les choses se tassent. Les choses ne s'étaient jamais tassées, mais c'était fini maintenant. 3 semaines ont passé. Puis mon père a appelé, non pas pour s'excuser, non pas pour faire amende honorable, mais parce que les virements avaient cessé. Il n'a même pas essayé de le cacher. Il a dit, nous avons remarqué que les comptes sont vides. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas répondu, mais il n'a pas abandonné. Il a appelé mon mari. C'était son erreur. Je n'ai entendu que la version de mon mari depuis l'autre pièce, calme, des phrases courtes. Puis ceci, ne mettez plus jamais ma femme dans cette position. Vous avez fait votre choix. Assumez-le maintenant. Puis il a raccroché. Le silence qui a suivi était étrange. Au début, c'était comme la paix, mais cela n'a pas duré. Parce que lorsque leur argent s'est épuisé,
ils ont fait quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire. Quelque chose qu'ils pensaient ramènerait tout à la normale. Au lieu de cela, ils se sont humiliés. Et ils l'ont fait devant chaque personne qui comptait. Cela a commencé par une publication sur Facebook. J'étais enceinte de 8 mois, épuisée, et à peine capable de me lever du lit sangrogné comme un morse mourant. Mon téléphone a vibré, et j'ai vu un message de ma tante qui disait juste « C'est quoi ça ?» En pièce jointe, une capture d'écran d'une publication de ma mère. Elle avait écrit un appel public sur l'une de ces pages de communauté locale qu'elle suivait, le genre où les gens vendent des meubles d'occasion ou partagent les horaires des vœux-de-grenier. Mais sa publication ne concernait pas un chat perdu ou des chaises de jardin gratuites. Elle était intitulée « Besoin de soutien, notre famille est en difficulté ». Elle a écrit que mon père avait perdu son emploi, qu'ils étaient au bord de l'effondrement financier, que quelqu'un avait supprimé de manière inattendue l'accès à nos comptes. Pas de nom, mais il était très clair de qui elle parlait. Elle a dit que leur plus jeune fille, ma sœur, avait récemment subi une perte personnelle majeure et qu'ils étaient épuisés émotionnellement et financièrement. Elle m'a décrite uniquement comme « notre fille aînée avec qui nous sommes en froid et qui a malheureusement coupé la communication ». Et puis est venue la chute, une grande ligne en gras, tout est apprécié, une cagnotte Litchi intitulée « Au soutien à accent grave notre famille » a été créée. Je suis restée assise à regarder ça pendant 5 bonnes minutes. Je ne savais pas si je devais rire ou crier. Tout était formulé pour donner l'impression que je leur avais tourné le dos sans raison, que j'étais une fille riche et gâtée punissant ses pauvres parents sans défense par dépit. Rien sur la fête prénatale. Rien sur le vol de 2200 €. Rien sur les années passées à payer discrètement leurs factures pendant qu'ils publiaient des photos de vacances et traitaient ma sœur comme une reine. Je n'ai pas répondu publiquement. Je ne voulais pas leur donner ce qu'ils voulaient, une réaction. Mais la nouvelle s'est répandue rapidement. Un cousin m'a appelé 20 minutes plus tard, complètement abasourdi. Il a dit, « Il s'est passé quelque chose ? Je pensais que toi et ta mère étiez proches. » Le soir même, la famille de Julien avait tout vu. Son père était furieux. Sa mère m'a appelé et a dit, « Je suis désolé, mais ta mère n'est pas seulement égoïste. Elle est dangereuse. » Puis mon mari l'a vu. Il s'est approché de la table de la salle à manger, a ouvert son ordinateur portable et a tapé pendant quelques minutes. Je ne savais pas ce qu'il faisait jusqu'à ce que je voie la publication plus tard. Il a écrit, « Si quelqu'un utilise une version déformée de la vérité pour vous faire culpabiliser, ce n'est pas un appel à l'aide. C'est du chantage affectif. Ne faites pas de dons à des gens qui omettent des chapitres entiers de leur histoire. » Il n'a identifié personne. Il n'en avait pas besoin. En moins de 2 heures, ma mère a supprimé sa publication, mais le mal était déjà fait. Je pensais qu'il comprendrait le message, qu'il se tiendrait tranquille pendant un moment. Mais quand le désespoir s'installe, les gens comme eux deviennent plus audacieux. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un vieil ami du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Salut, je viens de voir la campagne Litchi de ta mère. Tout va bien ? » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Oui. Elle avait créé une véritable campagne Litchi. La même histoire larmoyante, abandonnée par sa famille, menacée d'expulsion, soutenant une fille en plein traumatisme. Il y avait des photos de l'air solennel dans leur salon. Elle en a même ajouté une de ma sœur s'essuyant les yeux dans ce qui ressemblait à des pleurs mis en scène. Ils ont récolté 165 € le premier jour. 2 dons provenaient de personnes qui avaient travaillé avec mon père. Ce soir-là, la mère de Julien a organisé un dîner tranquille chez eux, juste une petite réunion pour la famille proche et les amis avant l'arrivée du bébé. Elle a invité mes parents. J'étais surprise, honnêtement, mais elle a dit, « Je veux que cela soit mis au grand jour. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. » Ils sont venus. Mon père a apporté une bouteille de vin bon marché. Ma mère a agi comme si tout était normal, a souri, a complimenté les décorations et s'est assise comme si elle ne m'avait pas juste accusé en ligne de l'avoir abandonnée. Au milieu du dîner, la mère de Julien s'est levée et a levé son verre. Je veux juste dire à quel point nous sommes reconnaissants du soutien de chacun en ce moment. Et je veux clarifier les choses, car il y a eu beaucoup de confusion ces derniers temps. La pièce est devenue silencieuse. Puis elle s'est tournée vers ma mère et a dit calmement, « Pourquoi as-tu essayé de retirer 2200 € du compte en banque de Chloé le jour de sa fête prénatale ?» Ma mère a cligné des yeux, a souri à nouveau. Je l'ai vue serrer plus fort son verre de vin. « Cela a été réglé » a-t-elle dit.
C'était un grand malentendu. Nous sommes passés à autre chose maintenant. C'est là que mon mari s'est levé. Non, nous ne sommes pas passés à autre chose. C'est de vous que nous nous sommes éloignés. Silence. Tout le monde à table les regardait fixement. Mon père avait l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Ma sœur ne regardait personne dans les yeux. Ma mère a essayé d'en rire, a dit quelque chose sur le fait que les familles se disputent, que les émotions sont fortes pendant la grossesse, mais il était trop tard. Ils sont partis 10 minutes plus tard. Le lendemain matin, leur campagne Lecce avait également disparu. Mais ils n'avaient pas fini. Pas encore. Car dans quelques semaines, le bébé arriverait. Et c'est à ce moment-là qu'ils feraient une dernière tentative désespérée pour se frayer un chemin dans nos vies. Ce serait pathétique. Ce serait public. Et cela déchirerait la famille en deux. Ma fille est née un mardi après-midi pluvieux, 2 semaines plus tôt que prévu. C'était calme dans la salle d'accouchement. Pas de drame, pas de précipitation. Juste moi, mon mari et une infirmière qui n'arrêtaient pas de chuchoter des choses encourageantes comme si nous étions dans une bibliothèque plutôt qu'à l'hôpital. Elle est venue au monde avec une tignasse de cheveux noirs et une mine renfrognée qui m'a fait rire à travers mes larmes. Mon mari a coupé le cordon. Je l'ai tenu contre ma poitrine et j'ai murmuré son nom, et tout le reste, chaque trahison, chaque mensonge, chaque appel pathétique à l'argent s'est estompé un instant. Nous avons passé les 2 premiers jours dans une bulle de bonheur. Mon mari a à peine dormi, m'apportant de la nourriture et de l'eau, la tenant à tour de rôle pendant que je me reposais. Ses parents sont passés ce soir-là. Sa mère a pleuré en la tenant. Son père, qui disait rarement plus d'une phrase, a murmuré « Elle est parfaite ». J'ai attendu des nouvelles de mes parents. Rien. Pas un seul texto, pas d'appel, pas de fleurs, pas de cadeau bon marché déposé au poste des infirmières. 3 jours plus tard, nous étions à la maison, et c'est là que ça a commencé. Ma sœur a posté une photo d'elle tenant une coupe de champagne avec la légende « Certains font sauter les bouchons, d'autres font sortir les bébés ». Devinez qui s'en sort le mieux? Mon mari l'a vu avant moi. Il me l'a montré avec un regard qui était un mélange de dégoût et de pitié. Je n'ai rien dit. J'étais fatigué, sous l'effet des hormones, j'essayais d'allaiter et j'échouais. Mon corps me faisait encore mal, mais le vrai coup dur est arrivé plus tard dans l'après-midi. On a frappé à la porte. Je pensais que c'était une livraison. Mon mari a ouvert et s'est figé. Mes parents se tenaient sur le perron. J'étais dans le salon, tenant notre fille. Mon mari n'a pas dit un mot, il est juste sorti et a fermé la porte derrière lui. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai saisi quelques phrases. Nous voulons juste la voir. Tu ne peux pas nous la cacher. C'est cruel. Il leur a dit de partir. Pas demain. Pas après une conversation. Tout de suite. La voix de ma mère s'est élevée. Je l'ai entendu dire mon nom comme si elle appelait un chien. C'est alors que mon mari a rouvert la porte et m'a appelé, « Tu veux t'en occuper, ou je le fais ?» Je me suis levé, je me suis approché et j'ai dit, « Non. » Ils ont essayé de se pencher par-dessus lui pour apercevoir le bébé. J'ai tourné les talons et je suis parti. Ils sont restés sur notre perron 1 minute de plus, puis sont finalement partis. Mon mari est resté à la fenêtre, les regardant jusqu'à ce qu'ils s'éloignent en voiture. Plus tard dans la soirée, ma sœur a posté une autre photo, un zoom flou de notre maison pris depuis la fenêtre de leur voiture. Devinez qui ne laisse pas ses propres parents rencontrer leur petite fille. C'est là que tout a volé en éclats. Une tante a commenté, « Tu n'étais même pas à sa fête prénatale. Tu as un sacré culot. » Une autre a écrit, « Vous n'avez pas demandé des dons le mois dernier. » Les gens ont commencé à m'envoyer des messages privés, avec des captures d'écran. J'ai reçu un appel d'un cousin au 2e degré à qui je n'avais pas parlé depuis des années, me demandant ce qui se passait vraiment. Ce week-end-là, les parents de Julien ont invité quelques membres de la famille pour rencontrer le bébé. Mes parents n'étaient pas invités. Ma sœur non plus. Mais quelqu'un, et nous ne savons toujours pas qui, leur a dit. Ils se sont présentés au milieu de la réunion, bien habillés, coiffés, portant un sac cadeau comme si cela pouvait tout arranger. Mon mari a ouvert la porte, les a regardés de haut en bas et a dit, « Faites demi-tour. Vous n'êtes pas invités. » Ils l'ont bousculé pour entrer. J'ai entendu la voix de ma mère avant de la voir. Aucune loi ne dit que nous ne pouvons pas voir notre propre petite fille. C'est là que sa mère est intervenue.
Elle s'est approchée d'eux, a bloqué le couloir et a dit de la voix la plus égale et décontractée qui soit, « Vous avez eu toutes les chances de faire partie de sa vie. Vous avez préféré le vin et l'argent. Sortez de cette maison. » Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère sans voix. Ils sont partis. Seulement cette fois, ils n'ont pas seulement quitté notre maison. Ils ont laissé derrière eux le peu de dignité qu'il leur restait. Ils étaient officiellement exclus. Pas seulement de nous, mais du reste de la famille. Les gens ont choisi leur camp, et presque personne n'a choisi le leur. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé un mois plus tard. Ils sont revenus, pas à notre porte, pas avec une autre manigance, mais avec quelque chose qui a tout ébranlé, y compris ma résolution. Cela a commencé par une lettre, une simple enveloppe blanche dans notre boîte aux lettres avec mon nom écrit de la main de ma mère, la même qui gribouillait des listes de courses et des rappels sur des dépenses bêtes quand j'étais enfant. Je l'ai reconnue instantanément. Mon estomac s'est noué dès que je l'ai vu. Cela faisait un mois depuis la scène chez nous, depuis qu'il s'était présenté sans y être invité, avait bousculé mon mari et s'était fait expulser par sa mère devant tout le monde. Un mois de silence total. Pas de texto, pas de courriel, pas la moindre reconnaissance de leur comportement. Et maintenant, soudainement, cette lettre. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours. Mon mari l'a vue et n'a rien dit au début. Le 3e soir, il a demandé doucement, « Tu l'ouvres, ou je la jette ?» Je n'ai pas répondu. Il n'a pas insisté. Le lendemain matin, alors qu'il emmenait le bébé pour sa première promenade en poussette dans le quartier, je l'ai finalement ouverte. Ce n'était pas une excuse. C'était un manifeste de culpabilisation. Elle écrivait que les choses avaient été accablantes ces derniers temps, que leur situation financière était le résultat de stress et de malentendus. Elle disait que je lui manquais et qu'elle espérait que tout allait bien pour moi, avec le bébé, comme si elle ne voulait même pas utiliser son nom. Elle a évoqué de vieux souvenirs, ma remise de diplôme du lycée, mon emménagement à l'université, comme si la nostalgie était une colle assez forte pour réparer tout ce qu'ils avaient déchiré. Puis elle a lâché la phrase que je n'oublierai jamais, « Nous sommes tes parents. » Cela signifie quelque chose, même quand tu es en colère. Aucune mention de la fête prénatale. Aucune mention de l'argent volé. Aucune responsabilité. Juste un vague sentiment de fierté blessée déguisé en réconciliation. Et en bas, collé au papier comme une sorte d'offrande de paix, il y avait une photo de moi, enfant, sur les épaules de mon père. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me sentais juste vide. Quand mon mari est rentré, il a vu la lettre ouverte et n'a pas dit un mot. Il a juste sorti le bébé de sa poussette et est entré dans la chambre d'enfant. Quelques minutes plus tard, il est revenu et m'a posé la même question. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit que je ne savais pas honnêtement, je ne savais pas. Je n'étais plus en colère, pas de la même manière qu'avant. La rage s'était calcifiée en quelque chose de plus froid, de plus lourd à porter. Mais cela m'a aussi fait me demander, s'ils ne ressentaient aucun remords, que devais-je faire de leur silence, de leurs faux regrets, de leur tristesse performative? La pression a commencé peu de temps après. Un cousin m'a envoyé un message sur Instagram et a dit, « Ta mère m'a montré une photo du bébé. Elle est magnifique. Je suis content que vous vous rapprochiez. » Je ne m'étais pas rapproché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante. Elle a tourné autour du pot pendant 10 minutes puis l'a dit sans détour. « Ils ont été assez punis, Chloé. Il est peut-être temps de laisser tomber. » Mon mari ne savait rien de tout ça au début. Je le lui ai caché. Mais j'ai alors commis la seule erreur qui a tout rouvert. J'ai envoyé une photo à ma mère, juste une. Ce n'était rien de spécial, une photo du bébé endormi sur sa couverture, sa petite main recroquevillée près de son visage. Pas de message, pas d'émoticône. Je n'ai même pas dit son nom. Ma mère a répondu moins d'1 minute plus tard. Elle est magnifique. Est-ce que je peux venir la voir? J'ai fixé le message. Mes mains sont devenues froides. Je n'ai pas répondu. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire, que c'était juste une photo. Mais la vérité, c'est que j'avais ouvert une porte que je n'étais pas prête à affronter. 3 jours plus tard, elle s'est présentée. Sans prévenir, sans texto, juste un coup à la porte au milieu de l'après-midi alors que j'essayais de bercer le bébé pour l'endormir. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores et je l'ai vue debout là, avec un petit sac à la main et ce sourire hésitant,
comme si nous étions des voisins qui ne s'étaient pas vus depuis des années. Je me suis figé. Puis mon mari est entré. Il a regardé par la fenêtre. Son visage est devenu pâle, puis dur. Il ne m'a pas parlé. Il a juste ouvert la porte d'entrée. Il a dit quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne pouvais pas l'entendre de l'intérieur, mais il est resté là, les bras croisés, et l'a laissé parler pendant environ 10 secondes avant de répondre. Quoi qu'il ait dit, elle a baissé les yeux, s'est retournée et est retournée à sa voiture. Elle n'est pas revenue. Ce soir-là, après avoir couché le bébé, il s'est assis sur le bord du lit et a dit, « Je le pensais, Chloé. Je t'aime plus que tout, mais je ne ferai pas ça. Je ne la laisserai pas te manipuler. Et il est hors de question que je la laisse approcher notre fille. » J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je comprenais. Mais ce que je n'ai pas dit, ce que je ne pouvais pas dire, c'est que j'avais déjà franchi une ligne. Et une fois qu'on l'a franchie, il n'y a pas de retour en arrière. La fois suivante où ils sont venus, ce n'était pas à l'improviste. C'est moi qui les ai invités, et cela a failli tout briser. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que c'était la culpabilité. Peut-être que c'était le silence après qu'ils aient quitté notre perron la dernière fois. Peut-être que c'était de regarder ma fille dormir une nuit et de me demander si elle me demanderait un jour pourquoi ses grands-parents étaient des étrangers. Ou peut-être que je voulais juste croire qu'il y avait encore quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Quoi qu'il en soit, je les ai invités. J'en ai parlé à mon mari 2 jours avant, je l'ai juste dit doucement pendant que nous plions le linge. Je leur ai demandé de passer juste quelques minutes pour la rencontrer. Il n'a pas crié. Il ne m'a même pas regardé. Il a simplement arrêté de plier, a laissé tomber le body qu'il tenait et a quitté la pièce. Cette nuit-là, il a dormi sur le canapé. Il n'a pas dit un mot le lendemain matin. Il s'est levé, a nourri le bébé, l'a emmené en promenade, est rentré à la maison et a continué comme si je n'avais pas fait exploser une bombe. Le jour J, je l'ai regretté à la seconde où j'ai entendu frapper à la porte. Ma mère est entrée avec un doux sourire, tenant un petit sac de vêtements pour bébé. Mon père a suivi, raide et silencieux, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il avait le droit de dire. Ils sont restés juste à l'entrée jusqu'à ce que je fasse un signe de tête vers le canapé. Elle s'est assise comme si elle était chez elle, comme si rien ne s'était jamais passé. Mon père est resté debout, mal à l'aise et étrangement silencieux, comme s'il attendait un signal pour parler qui n'est jamais venu. Ma fille dormait dans son couffin. Ma mère l'a regardée et a dit, « Elle est magnifique. Elle te ressemble quand tu étais petite. » Puis elle a ajouté, comme si cela signifiait quelque chose, « Tu m'as manqué, Chloé. » Je n'ai rien dit. La visite a duré 11 minutes. Mon mari est rentré à la 9e, est entré, les a vus, s'est arrêté, puis est allé directement dans la chambre sans me regarder. Ma mère a jeté un coup d'œil vers le couloir et a chuchoté, toujours en colère, « Hein ?» C'est là que je leur ai dit qu'il était temps de partir. Elle n'a pas discuté. Elle s'est levée, m'a tendu le sac et a dit, « La prochaine fois, peut-être qu'on pourra la prendre dans nos bras. » Je n'ai rien promis. Quand ils sont partis, le silence dans la maison semblait épais. Mon mari n'est pas sorti de la chambre avant le dîner. Je l'ai trouvé assis sur le bord du lit, fixant le mur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait peut-être pleurer, mais il ne l'a pas fait. Il a juste dit une chose. « Tu m'as menti. » J'ai essayé d'expliquer, j'ai dit que ce n'était pas une visite, juste un moment, juste une chance pour eux de la voir de leurs propres yeux. Que ça ne voulait rien dire. Mais pour lui, ça voulait tout dire. Le lendemain, il a fait un sac et a emmené notre fille chez ses parents. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je savais qu'il valait mieux ne pas le faire. Sa mère m'a appelé ce soir-là. A dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne comprenait pas ce que je faisais. A dit que j'avais tout à fait le droit de pardonner, mais pas de tout risquer pour des gens qui se fichaient de me réduire en cendres. Une semaine a passé. Puis, finalement, il est rentré, mais quelque chose entre nous avait changé. Il dormait dans la chambre d'amis, me parlait comme si j'étais quelqu'un qu'il avait connu autrefois. Il m'aimait toujours, je le savais, mais la confiance, elle, avait disparu. Et mes parents? Ils n'ont jamais demandé à revenir, n'ont jamais appelé, n'ont jamais envoyé d'autres lettres. C'était comme si cette visite avait suffi à satisfaire leur ego, à dire « nous comptons toujours ». Je ne les ai pas laissés revenir. Pas complètement, jamais.
Mais le mal avait déjà été fait. Pas par eux cette fois, mais par moi. Je les ai choisis, ne serait-ce que pour un instant.